Bonjour chers abonnés de Juris Cabinet Numérique. Nous sommes heureux de vous retrouver cette semaine, comme d'ailleurs toutes les autres, à l'occasion d'une nouvelle thématique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'attention constante que vous accordez à cette initiative depuis son lancement. Alors, le thème qui nous intéresse aujourd'hui interpelle tant les adultes que les jeunes qui sont animés par un esprit d'entreprise. Tous ceux qui désirent prendre activement part à une société commerciale ou en créer une. Bien plus, cette thématique s'adresse aux personnes désireuses de prendre des parts sociales ou des actions dans une société commerciale. Alors, ce thème s'intitule « Comment acquiert-on la qualité d'associé dans une société commerciale ?» La société commerciale est fondée sur l'idée d'une association, d'une collaboration entre plusieurs personnes dans le but de développer l'activité commerciale. Le droit appréhende cet esprit sous le vocable affectio societatis, qui signifie l'intention qui unit plusieurs personnes, notamment la volonté de coopérer. Telle est la caractéristique principale de l'associé qui doit avant tout être doté de l'esprit d'entreprendre, de concourir à un but commun. Cela suppose implicitement une convergence d'intérêts. L'associé ou l'actionnaire est donc celui qui agit dans un intérêt collectif. Le législateur OHADA ne donne pas une définition expresse de l'associé. Cependant, la lecture combinée des articles 4 et 5 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêts économiques nous permet de retenir que l'associé est toute personne qui crée seule ou avec d'autres personnes une société commerciale, que celle-ci soit de capitaux ou de personnes. Lorsqu'il évoque la qualité de l'associé, dans le titre 2, le législateur OHADA se contente de citer limitativement les personnes ne pouvant pas en bénéficier. Ainsi, une personne physique ou morale ne peut être associée dans une société commerciale lorsqu'elle fait l'objet d'une interdiction, d'incapacité, d'incompatibilité prévue par des dispositions légales ou réglementaires. De même, les mineurs et les majeurs incapables ne peuvent être associés d'une société commerciale dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales au-delà de leur rapport. Aussi, les époux ne peuvent être associés d'une société commerciale dans laquelle ils seraient tenus socialement, indéfiniment et solidairement des dettes de celle-ci. Il s'ensuit logiquement que toute personne ne faisant pas partie de celles sus-évoquées peuvent valablement acquérir et légitimement devenir associés d'une société commerciale, mais ce dans le respect des conditions précises telles que prévues par la réglementation. Ce qui nous conduit à une interrogation conséquente. Quels sont les moyens ouvrant droit à l'acquisition de la qualité d'associé? Autrement dit, quelles sont les conditions à remplir pour devenir associé d'une société commerciale en droit OHADA? À cette interrogation, nous répondons que la qualité d'associé peut s'acquérir de façon originaire par le moyen de l'apport ou de façon dérivée au moyen d'un transfert de titres sociaux. Premièrement, nous avons l'apport qui constitue le mode originaire d'acquisition de la qualité d'associé. Qu'est-ce que l'apport? Le terme apport désigne toute opération par laquelle le fondateur met une valeur à la disposition d'une société en formation. Il peut intervenir aux premières heures de la société ou en cours de vie sociale. Ainsi, à la constitution de la société, le législateur OHADA fait de l'apport une condition d'existence de la société. C'est en substance ce qui ressort de l'article 37 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales qui dispose que chaque associé doit faire un apport à la société. Cet apport peut être fait en numéraire, c'est-à-dire en argent, en nature, c'est-à-dire sous la forme des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ou en industrie, c'est-à-dire par la mise à la disposition de la société des connaissances professionnelles ou techniques. Les apports ainsi souscrits doivent être intégralement libérés lors de la constitution de la société, sauf bien entendu l'apport en industrie, dont la libération s'effectue généralement en cours de vie sociale. Le législateur OHADA a voulu accorder la qualité d'associé aux seuls apporteurs ayant intégralement libéré leur apport à la constitution de la société. Allant dans un sens plus souple, le juge communautaire a tendance à se prononcer en faveur de l'acquisition de la qualité d'associé à la souscription de l'apport et non plus à sa libération.
Tel a d'ailleurs été le cas dans une décision rendue par la Cour de justice et d'arbitrage le 26 novembre 2006. En contrepartie des apports souscrits, l'associé reçoit non seulement des parts sociales ou des actions, selon le type de société, mais aussi la qualité d'associé. Par ailleurs, l'immatriculation ayant pour effet de créer une personne morale et de rendre le contrat de société opposable au tiers, on pourrait légitimement croire que même après avoir souscrit et libéré les apports, elle conduirait à refuser la qualité d'associé aux membres des sociétés non personnalisées. Le droit positif a adopté une position inverse en ne réservant pas la qualité d'associé aux seuls membres des sociétés immatriculées. Ceci se justifie par le fait que les membres des sociétés non personnalisées disposent de tous les droits et devoirs des associés. L'apport constitue donc l'élément essentiel de l'acquisition de la qualité d'associé à la naissance de la société. Mesdames et messieurs, l'apport peut également intervenir en cours de vie sociale, notamment lors de l'augmentation du capital social. Instrument de mesure des sommes disponibles, le capital social peut être l'objet d'augmentation au cours de vie sociale. Cette pratique est d'ailleurs devenue courante car elle permet de renforcer la stabilité financière de la société. Cette faculté est offerte par le législateur OHADA à toute société. C'est ce qui ressort de l'article 68 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales qui dispose que le capital social peut être augmenté à l'occasion des apports faits à la société. À travers cette opération, un associé ou un tiers va effectuer un apport en numéraire ou en nature à la société en contrepartie des parts ou d'actions nouvelles. L'apport en société est naturellement exclu en matière d'augmentation de capital social car il ne concourt pas à la formation du capital social. L'apport en industrie est naturellement exclu en matière d'augmentation de capital social car elle ne concourt pas à la formation du capital. Les modalités invariables de l'opération démontrent que celle-ci s'achève en principe par l'émission de titres en rémunération de son apport. À l'origine, la société était avant tout considérée comme une technique permanente d'organisation des ressources. Il n'était alors pas concevable que la qualité d'associé puisse circuler. Mais avec l'essor du commerce, le besoin de mobilisation des richesses a atteint les parts sociales et les actions. Ce phénomène de circulation a nécessairement eu des répercussions sur l'analyse contemporaine de la qualité d'associé, car l'acquéreur des titres ne peut pas être considéré comme un apporteur. Il a seulement par convention acquis la propriété des titres qui appartenaient à une autre personne. L'apport ne constitue donc plus le seul mode d'acquisition des parts sociales ou d'actions. Certains sujets de droit reçoivent, par circulation des titres existants, la propriété des parts sociales ou d'actions qui appartenaient à un précédent associé. Ils acquièrent donc la qualité de propriétaire de ces titres selon le mode dérivé d'acquisition, à savoir le transfert de propriété par contrat et la transmission à titre universel. S'agissant d'abord du contrat, le OHADA envisage le transfert contractuel de la propriété des titres par voie de cession. Il peut ainsi se matérialiser sous la forme d'une vente, d'une donation ou d'un échange. Par définition, la cession de parts sociales ou d'actions emporte au profit du cessionnaire transfert de la propriété des titres et par voie de conséquence transfert de la qualité d'associé. Si la cession n'a pas directement pour objet la qualité d'associé, il apparaît en revanche qu'elle porte sur un bien qui incorpore cette qualité. Par suite, la qualité d'associé est nécessairement transmise avec la part sociale ou l'action. En effet, la part d'associé est entre autres un ensemble de droits et obligations inhérents à la qualité d'associé. Ces titres constituent donc, depuis l'origine, des fractions d'un ensemble qui incorpore la qualité d'associé de leur titulaire, de sorte que leur circulation conduit nécessairement à transférer la qualité d'associé du cédant au cessionnaire. Ainsi, toute cession de part sociale ou d'action a pour conséquence la transmission aux bénéficiaires de la qualité d'associé.
Cette transmission est de notre sens la conséquence du transfert de propriété. S'agissant à présent de la transmission à titre universel de patrimoine, il peut intervenir à l'occasion de plusieurs types d'opérations, à savoir la fusion, la scission, l'apport partiel d'actifs ou encore la succession. Dans ce dernier cas, une personne pourrait acquérir la qualité d'associé à la suite d'un héritage. Par exemple, lors d'un héritage, les héritiers peuvent recueillir des droits sociaux. Ce faisant, ils pourront aussi recueillir la qualité d'associé. À cet égard, tout héritier n'acquiert pas automatiquement la dite qualité. La situation varie selon la forme de la société. Il ne faut pas en effet confondre le fait de détenir des droits sociaux et le fait d'avoir la qualité d'associé. S'il est vrai que le titre d'associé est conditionné par la détention de droits sociaux, une personne peut détenir des droits sociaux sans pour autant acquérir la qualité d'associé. Il en est ainsi en cas de décès d'un associé d'une salle. La doctrine considère qu'en ce cas, la société continue en principe entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé. Cependant, cette règle peut être aménagée par des statuts qui peuvent valablement prévoir une clause d'agrément s'appliquant aux héritiers. En cas de refus d'agrément, ces héritiers ne peuvent acquérir la qualité d'associé, bien qu'ils soient détenteurs de parts sociales. Ils sont seulement créanciers de la société et non d'un droit sur la valeur de ses parts. En conclusion, chers abonnés, nous pouvons dire que la qualité d'associé peut s'acquérir suivant deux modes principaux. D'une part, à travers l'apport en société, fait soit à la constitution de la société, soit en cours de vie sociale, lors de l'augmentation du capital social. En contrepartie de cet apport, l'apporteur reçoit non seulement des titres sociaux, mais aussi la qualité d'associé. D'autre part, la qualité d'associé peut s'acquérir à la suite d'un transfert de titre. Ainsi, peut-on devenir associé à la suite d'un contrat qui transfère la propriété ou lors d'une transmission universelle de patrimoine. Merci chers abonnés pour votre attention. Nous espérons vous retrouver lors des prochaines vidéos. Aimez, likez, abonnez-vous. Merci.